Merci Martine et merci à Julien et bienvenue à Justine. Un trou de mémoire. Bien, vous l'aurez compris, pour ce 15e printemps, Pharmasystème Qualité entend encore et toujours avoir un coup d'avance. Et cette philosophie qui caractérise l'association depuis ses débuts risque fort de se révéler salutaire à l'heure où notre système de santé semble en pleine évolution, pour ne pas dire en pleine révolution. Car si tout semblait avoir bien commencé en 2009, avec le vote de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, et la reconnaissance des pharmaciens comme acteurs de premier plan du premier recours, force est de constater, 15 ans après, que la situation est plus compliquée que prévu pour le réseau officinal français. Outre des décrets d'application qui ont mis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, à être promulgués, les officines françaises ont vu leur nombre fondre comme neige au soleil, pour finalement passer sous le seuil symbolique des 20 000 pharmacies à la fin de l'année dernière. Et la chute ne devrait pas s'arrêter là, au regard du contexte économique, puisque les différents réseaux comptables s'accordent à reconnaître, je le cite, que le chiffre d'affaires des pharmacies se tasse pendant que la marge plie et que l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, s'effondre, pour reprendre le titre d'un papier d'une de mes consoeurs au quotidien du pharmacien, qui est d'ailleurs présente parmi nous dans la salle aujourd'hui. La faute, sans doute, à une prédominance des médicaments chers, pour lesquels la marge, je vous rappelle, est plafonnée, et à des pénuries, et peut-être demain à une augmentation des franchises avec à la clé, là aussi je cite, un renoncement aux soins dénoncé par France Asso Santé. Et que dire des assauts répétés des GAFAM, qu'à l'instar d'Amazon, lorgne sur la manne pharmaceutique en vantant son système de place de marché, ou de marketplace en mauvais français, et de livraison, dont seule la protection réglementaire réfrène encore aujourd'hui les ardeurs. Mais pour combien de temps ? Car le président Macron n'a jamais été et ne sera jamais un défenseur du monopole pharmaceutique. Au contraire, la libéralisation avec à la clé la dérégulation du marché officinal est une de ces anciennes qu'il ne cesse de vouloir mettre en avant depuis qu'il était rapporteur adjoint de la commission Attali sur la libération de la croissance. Rien d'étonnant dès lors qu'un député des Français de l'étranger, en l'occurrence Marc Ferracci, se soit emparé du sujet en remettant un rapport qui vise à déréguler les professions libérales en créant, par exemple, des plateformes déportées de médicaments afin de les vendre en ligne. Si cette proposition de loi devait voir le jour juste avant ou juste après l'été, le glas des officines risque fort de sonner aux quatre coins de l'Hexagone. À moins que les officinaux n'arrivent à démontrer, une fois encore, qu'ils sont une réponse essentielle à la problématique de l'accès aux soins. C'était d'ailleurs l'objectif de Pharmasystème Qualité, comme l'a rappelé Martine, lorsque l'association a proposé à l'Agence régionale de santé de Bretagne aux URPS bretonnes de s'engager dans cette expérimentation type article 51. Nous reviendrons dessus au cours de la matinée. En attendant, il convient pour le monde officinal de trouver de nouveaux relais de croissance extra-conventionnels pour enrayer l'hémorragie et redonner un peu de souffle à un réseau asphyxié. Mais encore convient-il de savoir ce qui peut être entrepris aujourd'hui et ce qui pourra l'être demain. En clair, d'identifier les acteurs et autres interlocuteurs et de bien cerner ce que permet la législation. C'est ce que nous allons nous employer à faire ce matin au travers de 2 tables rondes qui traiteront successivement du monde d'aujourd'hui et du champ des possibles, avec, entre les deux, une présentation, comme je viens de le rappeler, des expérimentations article 51 par la rapporteure générale du Conseil stratégique de l'innovation en santé au sein du ministère de la Santé et de la Prévention, Natacha Lemaire. Une dernière précision avant de céder la parole à nos spécialistes. Parmi les acteurs appelés à jouer un rôle dans le système de santé, nous avions identifié les représentants des 3 familles de complémentaires santé, les organismes de prévoyance, les sociétés d'assurance et les mutuelles. Mais ces payeurs aveugles, qualifiés ainsi depuis les expérimentations Babusio il y a une vingtaine d'années, ont tous décliné, plus ou moins poliment, l'invitation. Je ne pense pas qu'ils soient totalement indifférents au sujet d'aujourd'hui, mais force est de constater
qu'ils ont encore besoin d'être convaincus. Selon certains représentants de la profession pharmaceutique, la raison tiendrait au fait qu'aucun réseau ne pourrait proposer une taille critique suffisante et évaluer à environ 4000 pharmacies et une représentativité nationale pour susciter leur intérêt. À l'exception de Malakoff Humanis aujourd'hui, qui s'est engagé dans un accord avec un groupement qui fédère quelques 1300 officines, je vous laisse deviner lequel. Reste à savoir si le phénomène de concentration des groupements pourrait changer la donne, puisque vous n'êtes pas sans le savoir non plus, que les nombres d'acteurs groupés aujourd'hui ont tendance à se regrouper. En attendant, et face à ces charges croissantes et à une baisse de la marge, nous allons déjà voir ce qu'il est aujourd'hui possible d'apprendre dans le cadre extra-conventionnel et surtout avec quels acteurs. Pour ce faire, j'invite à me rejoindre immédiatement Maître Isor Bouvier. Maître, vous êtes avocate counsel, pardon, accent, au sein de l'équipe santé du cabinet Léris. Vous êtes diplômé, je vous en prie, rejoignez-nous, diplômé de l'Université Paris-Assas. Vous êtes aujourd'hui spécialisé dans l'accompagnement des acteurs de santé, professionnels de santé, établissements de santé et autres, en particulier dans leurs opérations de croissance interne et externe, c'est plutôt pour l'industrie pharma, j'imagine, ainsi qu'en droit de la santé et dans le contentieux disciplinaire. À vos côtés, mais en visio, nous aurons Anne Briac-Billy. Anne Briac, je ne sais pas si vous m'entendez, je l'espère. Vous êtes basée à Rennes. Vous êtes depuis bientôt 5 ans maintenant directrice de cabinet de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Vous connaissez bien Pharmasystème Qualité pour être acteur moteur d'OSIS. Et vous connaissez également bien l'Agence régionale de santé puisque vous avez été préalablement 3 ans responsable du département Innovation et Santé de cette même ARS. Et vous enseignez régulièrement à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, dite école de Rennes. Enfin, Mathieu Saulnier. Mathieu, rejoignez-nous également. Mathieu, vous êtes pharmacien d'officine installé à Nanterre, la petite pharmacie de Nanterre, si je ne m'abuse. Mais vous êtes surtout là en tant que représentant des CPTS. Vous êtes vous-même diplômé de la faculté de Paris, titulaire, je l'ai dit, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Et vous êtes également coprésident de la CPTS de Nanterre, tout simplement, et vice-président du dispositif d'appui à la coordination, le DAC, sur lequel nous allons revenir ce matin, du territoire 92 Nord, donc les Hauts-de-Seine, les Nord des Hauts-de-Seine. Bien, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, maître, on va commencer par vous, puisqu'on a toujours besoin de droit dans notre vie. Quel est le fondement juridique de la Convention nationale des pharmaciens titulaires d'officine? En clair, que permet... Voilà Anne Briac qui nous a rejoint. Que permet la Convention? Et donc, par nature, que permet-elle de faire? Que pouvons-nous faire en manière extra-conventionnelle? Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, pour rappeler le cadre juridique, la Convention, elle est négociée entre des syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine et les caisses d'assurance maladie. Et elle va lister toutes les activités pour lesquelles les pharmaciens d'officine vont percevoir des sommes de l'assurance maladie. Donc, ce n'est pas une liste qui est exhaustive des activités qui peuvent être exercées par les pharmaciens d'officine, qui peuvent tout à fait avoir une activité en dehors de ce qui est listé dans cette convention. En revanche, à partir du moment où un pharmacien exerce une activité qui est prévue dans cette convention, les tarifs sont fixés par la convention et il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà. Donc la dernière version de la convention date de mai 2022. Elle a été donc négociée entre des syndicats et l'assurance maladie et validée par arrêté. Donc elle est entrée en vigueur à ce moment-là. Les pharmaciens d'officine qui adhèrent à cette convention doivent s'y soumettre. Il n'y a pas de dérogation possible. Vous ne prenez pas juste un bout de la convention quand ça vous arrange. C'est une globalité. Et cette convention, ce qu'on constate en 2022, c'est qu'elle a considérablement élargi le champ des activités qui sont couvertes par l'assurance maladie pour les pharmaciens d'officine. Tout ça, c'est dans le contexte post-Covid où la place des pharmacies s'est révélée centrale et prépondérante avec une ouverture du champ des possibles, notamment en termes de vaccination et de dépistage. Donc, dans la nouvelle version de la Convention, l'avantage et l'inconvénient à la fois, c'est que vous allez avoir de plus en plus d'activités qui sont listées, notamment donc, sur le dépistage, sur la vaccination, où ça ne cesse d'évoluer pour étendre le champ des personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces vaccins dans le cadre d'une pharmacie d'officine. Vous avez la possibilité de faire des entretiens individualisés, par exemple avec des femmes enceintes, pour les sensibiliser sur la prise des médicaments dans le cadre de la grossesse. Vous allez pouvoir également accompagner des patients dans le cadre d'activités de téléconsultation dans les locaux de l'officine, donc c'est assez réglementé, mais vous avez des financements au moment de la création d'un poste de téléconsultation dans votre pharmacie et ensuite à chaque fois qu'un patient va bénéficier de ce service. Donc tout ça, c'est tout à fait dans l'air du temps de dire la téléconsultation c'est super, les pharmaciens d'officine
ont un rôle à jouer en lien avec les autres professionnels de santé. Mais à partir du moment où c'est dans la convention, vous n'allez plus pouvoir facturer comme vous le souhaitez ces actes. Ça veut dire qu'en clair, ce sera payé par l'assurance maladie. Exactement. Selon les tarifs négociés par les syndicats. Donc, pas de possibilité d'aller au-delà. Les tarifs, bon, tout ça, c'est listé dans la convention, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail pour chaque poste, mais vous avez des seuils en fonction du nombre de patients, en fonction du type d'acte, etc. Mais tout est réglementé, vous n'allez pas aller négocier individuellement, ni dire aux patients, moi j'ai décidé que la téléconsultation, c'était plus cher que ce qui est prévu dans la convention. Tout est prévu au même titre que quand vous vendez un médicament qui est listé dans la convention. Mais maître, par extrapolation, est-ce qu'on peut dire que ce qui n'est pas dans la convention est justement possiblement faisable et donc peut-être facturé librement? Alors le principe, effectivement, et contrairement aux médecins là-dessus, vous avez de la chance, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Pour l'instant. Mais, pour l'instant. Il y a quand même beaucoup de règles auxquelles vous êtes soumis. Non seulement vous allez avoir donc la convention, mais vous avez aussi un code de déontologie qui vous permet de pratiquer plus ou moins librement le commerce de médicaments qui ne sont pas listés dans la convention. Donc vous allez pouvoir là-dessus pratiquer des tarifs de votre choix, faire des promotions, avoir une véritable activité là-dessus qui va vous permettre de réaliser un peu plus de marge que sur toutes les activités listées dans la convention. Mais il faut aller au-delà aussi, et là-dessus, il faut faire preuve d'inventivité. Vous avez en fait 3 axes qui vont se dégager. Tout ce qui est dans le domaine du commerce au sens large et qui va être payé directement par le patient, ce que vous faites déjà tous dans les pharmacies d'officine, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Ensuite, vous allez avoir du coup ce que vous allez pouvoir offrir comme prestations supplémentaires aux patients, donc ça va être des entretiens l'accompagnement sur des entretiens thérapeutiques, où là, vous allez pouvoir aussi solliciter des financements des agences régionales de santé. Donc là, il va falloir monter au créneau, aller négocier, vous adosser à un projet national qui aura été mis en place là-dessus. Vous allez aussi pouvoir, sur un deuxième axe, voir ce qu'il est possible de négocier avec des tiers, c'est-à-dire par exemple avec des EHPAD, des établissements de santé, soit pour la mise en place donc, de fourniture de médicaments à les EHPAD avec des piluliers, où là-dessus il y a tout un marché aussi sur la mise en place de piluliers automatisés qui vous font gagner du temps et du coup de l'argent, et des partenariats avec des établissements de santé sur la HAD. Ça, c'est un deuxième volet. Et vous pouvez aussi envisager des partenariats avec des complémentaires santé pour faire par exemple des actions de dépistage, de sevrage tabagique. Ça, c'est des choses qui peuvent intéresser les complémentaires santé parce que elles, ça leur fera faire des économies sur le long terme. Ça leur permet de vendre aux patients une offre de soins plus globale qui est dans l'air du temps. Et sur un troisième axe, vous avez, et ça je pense que Mathieu pourra en parler plus largement, dans la tendance actuelle de mise en place de coopération interprofessionnelle très généralisée, plusieurs axes qui se développent. Donc vous avez les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont vraiment des structures dans lesquelles des professionnels de différents ordres, donc des médecins, des auxiliaires médicaux et des pharmaciens peuvent prendre part. Et là vous êtes vraiment au niveau local, si je peux dire. Vous n'êtes pas forcément dans les mêmes locaux, mais vous avez vraiment l'idée d'un projet médical hyper resserré où vous avez une patientèle commune à laquelle vous répondez. Donc, vous pouvez désormais le faire sur plusieurs sites d'exercice, mais en matière de pharmacie d'officine, à titre personnel, je ne suis pas certaine que le plus efficient, ce soit que la pharmacie ne soit pas dans les mêmes locaux que la MSP. Sinon, vous allez forcément avoir une perte de patientèle, entre guillemets. Et vous avez toutes les CPTS dans lesquelles les pharmaciens d'officine ont un véritable rôle à jouer. Donc les CPTS, mais Mathieu en parlera mieux que moi pour être sur le terrain, où là vous êtes à un niveau plus large que les MSP. C'est une véritable coopération entre professionnels de santé où vous n'avez pas nécessairement une approche par patient, mais une approche plus territoire de santé, avec une prise en charge globale de la patientèle autour d'un parcours de soins, et avec l'objectif qui a été rappelé par le président l'année dernière, de couvrir 100% des patients, enfin 100% des Français, sur le réseau des CPTS en France. Bon, c'était d'ici la fin de l'année dernière, donc je ne suis pas certaine que l'objectif ait été atteint, mais ça avance. Les 2 premiers axes que vous avez évoqués, Maître, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'ils s'inspirent directement du décret service de 2018, qui s'appelait, je crois, Conseil et prestations pharmaceutiques non conventionnelles? Oui, après,
En matière de pharmacie, d'officine, vous avez quand même une liberté qui est assez grande, effectivement, sur les services qui peuvent être proposés aux patients et qui peuvent être facturés, que ce soit aux patients ou aux complémentaires santé, ou même à des entreprises qui voudraient faire des actions de dépistage. Le champ des possibles est très large, avec toujours ce point de vigilance sur le code de déontologie, l'indépendance professionnelle, le libre choix du pharmacien par le patient qui ne doit pas être mis en cause dans le cadre de ces accords. Donc voilà. Il faut faire preuve de créativité, il y a plein de choses qui sont possibles et le pouvoir législatif ne va pas contre les pharmacies d'officine et l'augmentation de leur champ des activités. Évidemment, dès que ça touche aux caisses de l'assurance maladie, il y a une vigilance particulière sur les projets, mais si c'est les patients ou des tiers qui rémunèrent les pharmaciens d'officine, il y a plus de souplesse. Anne Briac, Maître Bouvier a évoqué tout à l'heure les ARS. Concrètement, quels sont les fonds dont disposent les ARS justement pour financer ces projets extra-conventionnels? Ah, alors micro. Est-ce que par hasard votre micro ne serait pas coupé? Jusqu'à présent, Pharmasystème Qualité n'a jamais censuré les ARS, on ne va pas commencer aujourd'hui. Alors ça... c'est l'audio désactivé. Bon, le temps que vous retrouvez le micro, j'ai en profité. Alors Mathieu, tout de suite, Maître Bouvier a également cité les missions des volos officinaux dans le cadre des CPTS. Est-ce qu'on peut dire qu'elles s'inscrivent dans ce cadre extra-conventionnel, en attendant que nous retrouvions Anne Briac? Alors, pour être tout à fait exact, l'activité des pharmaciens officinaux dans la CPTS, c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est sur le territoire. Plus que convention ou hors convention, c'est comment, dans un territoire, le pharmacien va se positionner. On connaît les médecins, on connaît les infirmiers, les kinés, mais le pharmacien, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'était pas forcément considéré comme un professionnel de santé. Aujourd'hui, c'est le cas. À part entière. Et donc, le pharmacien, en tant que premier acteur de santé, il s'inscrit parfaitement dans le territoire. Et c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on intervient. On peut le faire hors convention ou convention, mais moi, je le vois plutôt par rapport à la population et à notre entourage, puisqu'on va faire aussi bien en recevant un patient dans le cadre d'une CPTS, de la convention, du hors convention, ça se réfléchit plus uniquement comme ça. En revanche, le champ des possibles hors conventionnel, pour partir là-dessus, il est immense. En fait, on peut tout faire. Potentiellement, on peut très bien avoir des délégations de tâches de médecins, on peut donner des délégations de tâches aux infirmiers, aux kinés. En fait, c'est vraiment l'interpro à cet avantage-là, c'est qu'il permet de pouvoir discuter. Et la finalité, c'est le patient, le territoire, le projet. D'ailleurs, pour créer une CPTS, il faut un projet de santé. Il faut des acteurs et un projet de santé. Et c'est vraiment ce projet de santé-là sur lequel on va avoir des leviers d'action. Et pour le coup, oui, l'ARS nous parle. Enfin, c'est d'abord le financeur, c'est surtout la CEPAM. Mais c'est ça ma question. En fait, qui paye dans cette histoire? Pardon d'être trivial, mais pragmatique, mais qui paye? Alors, au niveau des CPTS, essentiellement la CEPAM, avec le projet de santé qui a... Lorsque c'est conventionnel? En fait, c'est pas vraiment conventionnel, c'est contractuel. D'accord. Une CPTS, on crée un projet de santé qui est un contrat local avec la CEPAM, mais on va avoir la possibilité d'avoir recours à des fonds comme le FIR ou des appels à projets, un article 51. Enfin, il y a plein de... on n'a pas beaucoup entendu parler, mais il y a les fonds CNR qui passent par les ARS. Donc voilà, c'est des choses... il y a beaucoup de choses. On parle très peu actuellement, mais c'est en train de se réveiller. C'est tout ce qui va être conseil général et conseils régionaux qui commencent à s'activer. Enfin, tout ça se met en place. C'est des lois qui sont assez récentes et on commence à vraiment s'activer. Donc, il va y avoir de l'argent. Ce que vous nous expliquez là, Mathieu, c'est qu'en fait, outre l'intérêt d'une démarche interprofessionnelle sur un plan intellectuel et puis au service du patient, en fait, il y a, pardon là aussi d'être, comment dire, brutal, mais il y a de l'argent à aller chercher dans le cadre de cette démarche interprofessionnelle auprès des différents acteurs, que ce soit la CEPAM, que ce soit l'ARS, que ce soit le Conseil général, que ce soit le Conseil régional. Effectivement. Mais comment on fait pour s'y retrouver? Parce que c'est un peu...
C'est un peu un labyrinthe ce que vous nous présentez Non, là. un millefeuille. Un millefeuille. Ouais, c'est plus un que des putain de dalles, c'est un millefeuille. Et je veux pas, mais comme vous avez touché un mot sur les négociations conventionnelles, tout l'argent qu'on retire aux professionnels, il revient dans ces systèmes-là. D'accord. Donc on les habille Paul pour habiller Jacques, en fait. C'est vous qui Mais dans les deux cas, Paul et Jacques, c'est le pharmacien. C'est un peu, enfin pas que, hein, mais souvent oui. D'accord. En tout cas, le médicament. Médicaments. Peut-être, juste pour compléter, sur les modalités du coup, de rémunération qui vont être faites sur les CPTS et toutes ces organisations de coopération interprofessionnelle, c'est qu'il faut changer le mécanisme de raisonnement. On n'est pas sur une rémunération par praticien, à l'acte, à la dispensation. C'est vraiment une rémunération qui va être au niveau plus global, ensuite avec un dispatch qui va être fait entre les différents membres des CPTS ou des organisations. Mais c'est un mécanisme qui est assez différent de celui du pharmacien individuel, du médecin individuel, où il y aura un cumul. Et là, il y a une véritable coopération qui change le mécanisme de financement. Et quel est le fondement juridique de cette coopération, en tout cas sous l'angle financier, maître? Sur l'angle financier, c'est conventionnel. Ouais. Et quand on veut s'inscrire extra-conventionnel. Quand je dis conventionnel, c'est pas dans le sens de la convention pharmacien d'officine, je voulais dire dans le sens d'une convention, un contrat qui a été négocié. De gré à gré. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe pour vous, Mathieu? C'est complètement à la main des professionnels, en fait. On parle des CPTS, qui sont des associations, en général, pratiquement uniquement. C'est vraiment l'administration de ces CPTS qui va décider, qui est libre de décider. Il y a un regard des autorités, hein, mais on est libre de mettre les mécanismes de rémunération tels qu'on le souhaite. Ça peut être à l'acte, ça peut être au temps passé. On peut faire de la formation au sein d'une CPTS, donc ça va être de la formation. En fait, on a la main, on est un peu les laboratoires à idées du ministère de la Santé, je peux dire. Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est. Oui, alors Mathieu, pour être très complet, lorsqu'on a préparé cette table ronde ensemble, vous m'aviez expliqué que sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan pharmaceutique, c'était absolument génial parce que vous inscriviez dans une démarche interpro. Entrepreneuriale même. Entrepreneuriale. En revanche, sur le plan financier, c'était la misère. Alors on va décourager une bonne fois pour toutes les pharmaciens qui sont dans cette salle. En fait, vous ne gagnez pas un rond. On est dédommagé. D'accord. C'est hyper vendeur quand même. Hein. De toute façon, il y a beaucoup d'argent dans les mécanismes, ouais. Mais en tant que professionnel, on a un métier. Ouais. Donc organiser des réunions, avancer sur des projets, répondre à un article 51, on peut en parler, hein, de combien commencer pour répondre à un article 51. Mais il faut des coordinateurs, il faut des gens qui nous aident, et ça, il faut les payer. Donc c'est vrai que je me souviens d'une discussion qu'on a eue, je ne dis pas avec qui, mais qui était assez étonné de devoir payer des charges sur des salaires. Mais bah oui, donc quand on paye quelqu'un 30 000 € à l'année, ça nous coûte 60 000. Mais même pour compléter ce que je viens de dire, vous m'avez même dit on a perdu beaucoup d'argent sur la marge du médicament et on est loin de le compenser avec ces nouvelles opportunités. Confirmé? Absolument. D'accord. Et malgré tout, vous y allez? Intellectuellement, ça m'intéresse. Ouais. Je suis sur un territoire singulier. Alors, je voyais tout à l'heure que les gens étaient prêts à payer. Ouais. Ça dépend où. Ça, c'est Pharmasystème Qualité. Hein. Oui, non, mais c'est 4 années successivement, ils ont obtenu la formation. C'est une étude, il y a un retour des gens. Ouais. Donc, c'est pas sur rien. C'est qu'il y a des gens en France qui sont prêts à payer pour leur santé. Pas partout. Dans la deuxième table ronde, on aura la représentante des patients consommateurs issus de familles rurales et de France Assos Santé qui viendra nous expliquer justement si c'est une vision qu'elle partage. Mais on ne va pas déflorer la table ronde maintenant. Non, mais voilà, donc c'est des choses. Donc moi, je pars du principe, j'aime bien ce qui est innovation, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe. Parfois, dire ça marche pas d'abord, même si on a l'intuition que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne moins bien. Il faut le tester, il faut le vérifier. Intellectuellement et professionnellement, c'est très enrichissant de participer à toutes ces missions. En plus, ne serait-ce même que pour la profession de pharmacien, on montre aux autres professionnels qu'on est intéressant. Ouais. Vous n'êtes pas que des épiciers, ça vous voulez nous dire? C'est-à-dire que les CPTS où il n'y a pas de pharmacien dans le bureau, en général, ça ne se passe pas bien. On a une capacité, on travaille en entreprise, on travaille avec des gens au quotidien. Malheureusement, les autres professionnels sont souvent seuls dans leur exercice et ils ne savent pas travailler en équipe. Donc là, dès qu'il y a un pharmacien, ça met du lien, on se projette, on structure, on pourrait y voir comment dirais-je,
un peu de qualité ou pas, mais bon, c'est de toute Lâchez-vous, on est entre gens de qualité, vous pouvez le dire. Mais de toute façon, sur la gestion des projets, le reporting, toutes ces choses-là, on est compétent. C'est ce qui permet aussi de suivre les dossiers, puisque en face, on a des dialogues de gestion avec la CEPAM ou les ARS, et on a besoin d'avoir des suivis. Enfin, c'est très enrichissant. Et on fait plein de choses. La preuve aux IS, mais nous, c'est vrai que sur la CPTS de Nanterre, on a mis en place les protocoles. Ça fait combien de temps que vous êtes dans votre CPTS à Nanterre, vous alors, on a les premières discussions. Vous, Mathieu Saulnier. Ouais, moi, je suis rentré. Les premières discussions, c'était 2018. On n'avait pas signé notre projet de santé pendant le Covid. Mais on a quand même monté le centre de vaccination de Nanterre avec la CPTS, de façon informelle. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, finalement, vous gagnez un peu d'argent, mais pas beaucoup, mais que demain, vous en gagnerez plus parce que justement, la période préalable sera passée, entre guillemets? J'essaie de trouver un moyen de motiver les troupes quand même, parce que... Non, mais oui, je suis dédommagé. Je pense que ça doit représenter une dizaine de milliers d'euros à l'année. D'accord. Donc 1000 balles par mois, quoi. À peu près, ouais. De chiffre d'affaires. En fait, c'est de paiement de la CPTS pour moi. Mais je fais partie du bureau, donc j'ai une activité... Donc vous êtes plus payé? Je fais plus de choses. Oui. Il faudrait voir sur les simples adhérents qui participent aux différents projets qu'on a mis en place. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup moins. Mais il suffit... Enfin, le problème des missions qu'on fait, c'est des missions santé, donc elles n'ont pas vocation... Oui, c'est plus que la ROSP. C'est plus que la ROSP, largement. La ROSP pharmacien. Alors, ça c'est pour le CPTS. Et la DAC, le DAC, c'est quoi le DAC? Alors, le DAC, c'est un dispositif d'appui à la coordination. Ouais. C'est sorti à peu près la même loi que les CPTS. L'idée, c'était de regrouper sur un territoire plus large ce qu'on appelait les MAIA, les réseaux de santé, qui étaient au niveau départemental, et les clics. Enfin, tout, il y a les plateformes, les PTA, les plateformes... Vous confirmez, Maître Bouvier? Oui, complètement. L'idée, c'était vraiment qu'il y avait 7 dispositifs d'appui qui existaient pour les parcours complexes et que du coup, plus personne ne s'y retrouvait vraiment. Donc, il n'y avait pas forcément une réponse aux besoins parce que personne n'avait une bonne visibilité sur ce qui existait. Donc, l'idée, c'était d'uniformiser avec, mais ça, je vais vous laisser présenter sur le terrain comment ça se passe, mais d'être au-dessus des CPTS encore. Donc, vous avez le niveau national, les DAC, ensuite les CPTS et ensuite tous les professionnels de santé pour être non seulement un dispositif d'appui quand vous avez un professionnel de santé qui se retrouve dans un parcours de soins complexe, donc c'est-à-dire que ça va au-delà de la prise en charge médicale à proprement parler. Ça peut être un patient qui est isolé, qui n'a pas de famille, qui a des difficultés financières et son médecin traitant va se dire en fait je ne sais plus vers qui l'orienter, c'est pas juste d'un point de vue prise en charge médicale, j'ai besoin d'être appuyé et qui va se tourner du coup vers un DAC qui lui va coordonner au niveau au-dessus et qui peut du coup prendre la tâche de CPTS qui aurait été mise en place pour répondre à cette attente. Et c'est DAC, quand je dis que c'est au niveau au-dessus des CPTS, c'est qu'il y a une idée un peu de suivre un projet national sur une coordination comme ça de l'offre de soins et au-delà de l'offre de soins, de l'offre sanitaire et sociale sur les territoires. Alors concrètement, Mathieu, ça se passe comment le DAC pour vous dans les Hauts-de-Seine, ce dispositif d'appui à la coordination? C'est encore un truc administratif qui pas vraiment, vous enquiquine ou c'est... Non, il y a de l'administratif, bien sûr. Ouais. Alors, plus qu'au-dessus, même si c'est vrai que c'est pour suivre un territoire plus large, je préfère dire à côté. Parce que les projets ne sont pas exactement les mêmes, les tâches sont vraiment définies. Il faut avoir des gens intelligents dans les différentes instances pour pouvoir réussir à travailler en coordination. Clairement, le DAC, c'est le patient, vous ne savez pas quoi en faire. Comment le prendre en charge? Vous êtes dans une situation, il n'y a plus de droit. La personne est isolée chez elle. On appelle le DAC. Ils ont tous les éléments pour pouvoir prendre en charge. Ils font du médico-social, du social et du médical. Ils peuvent accompagner sur des rendez-vous. Ils peuvent relancer les droits, trouver des aides ménagères. C'est vraiment quand on ne sait plus quoi faire. Alors, ça ne va pas faire plaisir à ma directrice de DAC, mais elle aimerait bien qu'on appelle avant que ce soit vraiment quand c'est au bout. Mais voilà, dès que c'est des parcours complexes avec des problématiques multiples et que la personne est seule ou pas entourée, ou les aidants sont un peu dépassés, on peut faire appel au DAC. Et au contraire, c'est vraiment leur métier.
Chez nous, on a la chance, donc le DAC est dans les CA ou dans les bureaux de toutes les CPTS du territoire, ce qui fait qu'on se coordonne vraiment sur le travail. Il y a des missions, vous avez peut-être entendu, il y a une mission qui s'appelle ICOP, qui est un projet national qui se décline un peu à différents endroits pour détection des patients fragiles, mais qui ne sont pas encore fragiles. Voilà. Fragile parce qu'âgé ou fragile parce que chronique? Ou les deux? Et où? D'accord. C'est vraiment... voilà, c'est un questionnaire d'auto-évaluation. Voilà, le DAC, il va être coordinateur là-dessus pour que dans les CPTS et dans tous les systèmes, on puisse faire cette détection. La santé mentale, donc un des gros sujets nationaux. Chantier d'actualité. Voilà, et qui découle au niveau régional et puis départemental. Le DAC porte la santé mentale à travers les différents territoires. Voilà, c'est vraiment à côté. Autant les CPTS sont vraiment sur le local, le territoire proche. Le DAC est un peu plus général et il met en relation toutes ces choses-là. Mais outre votre directrice de DAC, qui est rétribué au sein de ce dispositif? Vous l'êtes, par exemple? Que quand je suis en représentation pour elle. D'accord. C'est vraiment... par contre, en revanche, il y a 80 salariés. Ouais. Et il y a des infirmières, des coordinatrices de parcours. Infirmière libérale? Ou salarié du DAC? Oui, salarié du DAC. D'accord. Et alors vous, comment vous êtes rémunéré dans ce cas-là? C'est à la prestation? C'est à la vacation? C'est quoi le principe? Le principe, c'est un dédommagement d'heures, oui. Et, si je vais être amené à faire une formation sur la vaccination pour les pharmaciens du territoire, je vais être dédommagé, formation et temps passé, oui. Bon, allez, je vais être là aussi trivial et curieux, c'est combien? D'accord, vous donnez vachement envie. 75 balles de l'heure. C'est pas mal quand même. Ouais, Chez PHSQ, ils disent que c'est 1 euro la minute, donc 60 balles de l'heure. Ouais, vous êtes à 2, je sais bien. Il faut que ça être à 2 euros de la minute pour faire quelque chose, sinon ça sert à rien. C'est un message pour la présidente, ça. C'est 2 euros la minute maintenant, la présidente. Non, mais c'est un minimum. Les charges ont augmenté. Juste pour pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce que les rémunérations faciales sur les CPTS sont faibles, ou en tout cas mesurées, que ça n'apporte pas quelque chose. Non, mais moi j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ça améliore notre pratique. C'est ça, c'est mieux sur le plan professionnel, c'est mieux sur le plan intellectuel. Quand notre pratique est améliorée, les patients le ressentent. Donc, quand quelqu'un, vous lui dites pas, je ne sais pas, allez voir votre médecin, vous lui dites, ça, vous pourriez faire ça, ça et ça déjà. Déjà, ça donne, c'est peut-être de la com, mais au moins ça met en... Non, c'est pas que de la com, il y a du fond quand même. Voilà, donc, oui, c'est vraiment l'avenir. Les pharmacies qui vont pas prendre part à des CPTS ou à d'autres réseaux de coopération interprofessionnelle qui vont se développer dans les années à venir vont finir par se retrouver un peu isolés et à la traîne d'une certaine manière, donc l'impact économique, il sera aussi là. Il ne faut pas seulement voir l'impact économique à court terme sur une rémunération immédiate. Faut être un peu visionnaire. Au-delà de l'aspect intellectuel, comme PHSQ, paraît en évident. Fait. Mais alors, ce que j'ai pas compris, moi, Mathieu, c'est le DAC qui paye au final. C'est l'ARS, en attendant qu'on retrouve Anne Briac? Alors oui, ou c'est le département, le conseil départemental. DAC, le projet DAC est uniquement payé par les ARS. D'accord. Sur le fonds FIR. Sur le fonds FIR. Voilà. Fonds Initiative Recherche. C'est ça. Ok. Maître Bouvier, quelle est l'origine justement juridique de ce fonds, de ce FIR, de ce fonds Initiative Recherche? Alors, c'est un fonds qui a été mis en place en 2012 et qui a été vraiment mis à la main des ARS à partir de 2016. Avant, il était géré par les caisses d'assurance maladie, qui est une dotation au niveau national qui est financée essentiellement par l'État et par les caisses d'assurance maladie. Donc, vous avez une enveloppe globale qui ensuite va être dispatchée entre les différentes ARS en fonction de critères liés à la population, à l'état de santé des patients sur le territoire. Vous connaissez les montants au niveau national? C'est en milliards. 100 milliards. C'est en milliards, c'est 5 milliards, me semble-t-il. Comment 5 milliards, 5 milliards. Ça se compte en milliards, en tout cas. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de patients, quand même, qui sont impactés. Et l'idée, c'était vraiment de donner une certaine souplesse aux agences régionales de santé pour qu'elles bénéficient d'une enveloppe qu'elles peuvent décider d'affecter à des projets qui sont développés sur le territoire régional, des projets qui vont aller dans le sens d'une amélioration des parcours de soins, de l'efficience du système de santé, et qui vont permettre, du coup, aux acteurs locaux d'être vraiment porteurs de projets. Donc voilà, il peut y avoir l'article 51, mais il peut y avoir d'autres projets qui sont portés en dehors du cadre de l'article 51, qui lui est très spécifique, vous verrez après. Qui a un fonds dédié.
Et donc ce fonds, le FIR, c'est vraiment l'idée de pouvoir répondre à des projets locaux sans dire désolé, c'est pas prévu par la convention, c'est pas prévu par les textes, donc il n'y a pas d'argent à vous donner, alors qu'on pense que ça va pouvoir répondre à un besoin non seulement des patients, mais également des professionnels de santé. Voilà, on parle des déserts médicaux. Il faut attirer aussi les professionnels de santé, par l'argent, ça c'est une chose, mais aussi par des projets qui sont un peu innovants, qui leur permettent de se dire je m'installe dans telle région, je ne vais pas être vraiment tout seul avec mon cabinet ou ma pharmacie où il n'y a personne qui viendra jamais. Là, c'est je m'inscris dans un projet plus global où on est accompagné par l'ARS, on a des financements qui nous sont assurés d'une certaine manière. Voilà, donc c'est plus de souplesse pour les ARS pour répondre à des besoins locaux. Et diriez-vous que l'interprofessionnalité est un des fondements du FIR pour obtenir un financement FIR ? À mon sens, pas uniquement, mais sans doute que Anne Briac pourra répondre plus clairement là-dessus, vu qu'elle est sur le terrain. Le FIR, il peut être versé à des professionnels de santé, mais aussi à des établissements de santé. Enfin, c'est assez général, les bénéficiaires qu'il peut y avoir pour le FIR. Évidemment, les coopérations interprofessionnelles, c'est vraiment ce qui est dans l'air du temps. Les pouvoirs publics poussent vraiment là-dessus, et ça vient aussi par le bas. Les professionnels poussent aussi pour plus de coopération interprofessionnelle. Donc ça va dans ce sens-là. Les projets actuels sont beaucoup tournés là-dessus, donc les FIR sont beaucoup alloués aussi à ce type de projet. D'accord. Puisqu'on parle d'interpro, Mathieu, là aussi vous avez évoqué en préparation les conseils territoriaux de santé, les fameux CTS. Pardon pour tous les acronymes ce matin. Là aussi, ils reposent sur une logique interprofessionnelle, ces CTS ? Alors non, là pour le coup, c'est ce qu'ils appellent, enfin c'est ce qui a été appelé la démocratie en santé. Oui. Donc, ex-démocratie sanitaire. Voilà, donc. Je parle sous contrôle de France Santé. Oui. Donc c'est une déclinaison finalement. Donc alors là, pour le coup, c'est assez compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de représentants des usagers, des patients. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de représentants d'usagers que c'est compliqué ? Faites attention là. Non, pas que. Non, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui intervient. D'accord. Et il y a du politique aussi. Il y a beaucoup de politique. Ah, alors oui, je comprends mieux. Voilà, donc les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, mais on a deux niveaux. Ce qu'on appelle les CRSA, les conseils régionaux. Santé autonomie. Santé et autonomie. Et les CTS qui sont plutôt au niveau départementaux. Et là, c'est censé être des conseils représentatifs des différents intervenants autour de la santé. Voilà, je vais être très générique. D'accord. Pas du tout business. Non. Pour répondre à la question en amont. Vous avez devancé ma question, c'est bien. C'est vraiment de la représentativité. On est amené à se positionner sur des projets de santé publique. Donc c'est très descendant pour l'instant. Ça devrait être montant, mais pour l'instant c'est très descendant. Quand on dit descendant, c'est-à-dire que vous êtes là pour appliquer ce qui vient d'en haut, ou alors vous participez quand même à la décision un petit peu ? Appliquer. Non, pas appliquer, informer. Informer. C'est-à-dire que ça descend de la DGOS, ça arrive en CRSA, c'est discuté. C'est aussi discuté à notre niveau, on en fait une remontée. C'est de la discussion en fait sur des différents projets. Il y a une interactivité quand même. Oui, il est censé, oui. Après, est-ce que c'est pris en compte ? Je ne sais pas, mais voilà. Et de ces discussions-là, il y a eu, sur le fonds FIR justement, il y a ce qu'on a appelé le CNR, le Conseil national de la refondation, avec des fonds alloués pour les professionnels des territoires. L'idée, c'est d'améliorer... comment faire pour amener une attractivité, comment faire pour financer des projets qui peuvent permettre aux professionnels d'être sur un territoire. Donc voilà, les CTS sont amenés à avoir un aspect consultatif, mais politique, pas du tout financier. Il y aura de l'argent, mais pour monter des projets de professionnels. De professionnels. Est-ce qu'on a retrouvé Anne Briac ? Oui. Normalement, oui. Oui, bonjour Anne Briac, merci d'être parmi nous. Bonjour, alors... Bravo, oui, vous pouvez l'applaudir quand même. Merci. Vous vous rendez compte qu'en Bretagne, on est persévérant, on ne lâche jamais l'affaire. Non, et du coup, je m'excuse, hein, c'est vrai que ça aurait été plus simple d'être en présentiel, mais j'ai une autre intervention tout à l'heure et je n'ai pas pu me joindre à vous. Ça montre que Rennes est une cité internationale, puisque je crois que vous avez un colloque international tout à l'heure, Anne Briac. Tout à fait, sur les coopérations internationales en santé. Alors, ravie d'être présente. Alors en plus navrée parce que j'ai pas entendu toutes les interventions qui m'ont. Non mais on a avancé, mais vous allez pouvoir nous aider. À votre disposition. Ouais, l'idée c'était de voir avec vous
D'abord, parce qu'on est un peu pragmatique, et pardonnez-moi, je suis un peu trivial, mais aussi on parle gros sous pour l'instant. Hein. Et l'idée, c'était de voir comment les ARS pouvaient contribuer justement à financer des projets dans un cadre extra-conventionnel. Et ma première question, c'était en fait quels sont les fonds dont disposent les ARS pour financer ces projets extra-conventionnels. Alors, très rapidement, comme vous savez, nous avons chaque ARS à ce qu'on appelle le fonds d'intervention régionale, hein, qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale de 2012, qui permet à chaque ARS, donc globalement enveloppe, on va dire, même si elle évolue un peu par année, de 4 milliards d'euros pour l'ensemble des ARS, qui représente 200 millions d'euros environ pour la Bretagne, pour mettre en œuvre la stratégie nationale de santé et puis aussi nos priorités en région. Donc, en général, le FIR est décomposé sur 5 grands axes, hein, permanence des soins, prévention en santé, parcours de santé. Donc on a voilà, un panel qui nous permet d'accompagner à la fois des actions et aussi des innovations. Et c'est là où je vais peut-être insister, puisqu'on parlait de l'article 51 tout à l'heure. Et je crois que les équipes de la DGOS, alors je ne les vois pas, mais en tout cas du ministère, sont présentes, l'équipe article 51. Oui, Natacha est là. Voilà, Natacha est devant moi même. Bonjour à Natacha Lemaire. Et puis je tenais à rappeler que vraiment, article 51, c'était une opportunité aussi inédite pour finalement financer, répondre à des besoins non couverts, enfin, en tout cas expérimenter des nouveaux financements sur des besoins non couverts, ou des façons de faire autrement. Et donc, si vous voulez, avec ce dispositif national qui a été lancé en 2018, chaque ARS, on s'est saisi aussi du dispositif et finalement, on accompagne ensemble des projets qui sont justement hors cadre conventionnel, hors droit commun, comme on appelle, hein, pour financer des prestations qui aujourd'hui ne sont pas financées autour d'organisations innovantes et que si effectivement elles peuvent être expérimentées. Le but, c'est surtout de les évaluer et de montrer la plus-value apportée au système. Donc, au système pour le patient, au système de santé en général et aussi pour les pratiques professionnelles. Donc, on a ce levier-là, article 51, qui a été vraiment, en tout cas pour nous en région, une forte capacité à innover et à sortir des cadres, justement. Donc, il y a des projets en région que les ARS accompagnent, comme le projet OSIS qui a été présenté tout à l'heure par Martine. Alors, assez simplement, les ARS financent sur leur fonds d'intervention tout ce qui va être ingénierie de projet, communication, investissement technique, et le fonds d'innovation en santé, donc le fonds national, lui finance les prestations dérogatoires, c'est-à-dire ce qu'évoquait Martine, tout ce qui est situation de triage. Donc vous voyez, dans un projet article 51 en région, vous avez deux sources de financement, le FIR et le fonds de l'innovation, qui permet voilà, d'expérimenter de nouveaux modèles. Et puis, vous avez des projets alors à envergure nationale ou interrégionale. Si on reste sur le domaine pharmaceutique, je pense au projet Octave, hein, qui est un projet commun mutualisé entre l'ARS Pays de Loire et l'ARS Bretagne, où là, il est intégralement accompagné sur le fonds à l'innovation. Alors, le fonds à l'innovation, il peut très bien financer des actes dérogatoires, mais aussi des forfaits, hein, des modèles forfaitaires pour des prises en charge, on va dire, autour des parcours de santé. Donc voilà un peu en gros, pour résumer ce que peuvent en tout cas accompagner les ARS et le ministère sur les innovations. Et vous avez évoqué, je crois, les CTS tout à l'heure, mais on va y revenir. Voilà. Juste donc voilà pour résumer un peu le schéma global en tout cas. Et bien évidemment, je tiens à dire aussi, parce que les projets article 51, on les suit avec l'assurance maladie en région, les CEPAM, comme la CNAM au niveau national. Et donc, voilà, on agit en synergie, même si effectivement, je crois que j'ai entendu le millefeuille, en tout cas le manque de visibilité sur toutes ces sources de financement différentes. On essaye au mieux voilà, d'être un peu faire un guichet unique avec les CEPAM pour répondre à toutes ces questions-là, parce que dans les CPTS, effectivement, il y a des financements assurance maladie et puis des financements ARS pour l'aide à l'ingénierie notamment et aux ressources. Pour résumer en deux mots et être sûr d'avoir bien compris, donc aujourd'hui les articles 51 peuvent être financés soit exclusivement par l'ARS, soit en partenariat ARS au niveau national. Non, en fait, soit si ce sont des projets qui sont expérimentés sur une seule région uniquement, enfin en région, c'est un projet qui est cofinancé ARS FIR
et niveau national sur le fonds de l'innovation. Et si c'est un projet à envergure interrégionale ou nationale, puisque vous avez des expérimentations article 51 sur projet région, il est financé sur le fonds de l'innovation nationale. D'accord. Et pour la Bretagne, sur le budget de 4 milliards, vous récupérez 200 millions pour financer 2 projets article 51 ou il y en a d'autres? Non. Le FIR, c'est pour financer toutes les actions de l'ARS dans l'intégralité. On finance la permanence des soins, je l'ai dit, les actions de prévention en santé, les actions autour des personnes âgées, personnes en situation de handicap. C'est toute la politique de l'ARS qui est financée sur le fonds d'intervention régionale. Et parmi ces actions, il y a un montant dédié aux innovations. Chaque année, l'ARS Bretagne fait un appel à projet innovation santé sur des thématiques particulières. Alors, en dehors de l'article 51, l'année dernière, c'était pour expérimenter des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc, on a dégagé une enveloppe de 300 000 €. Mais les 200 millions, c'est pour financer l'ensemble des actions de l'ARS. La démocratie en santé, tout le champ de compétences de l'ARS. Est-ce que vous avez présenté l'autre jour à Lorient le projet réel de santé également? Oui. Voilà. Mathieu, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire justement, le problème des subventions, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles touchent généralement très rarement les professionnels libéraux. Alors, donc tous les professionnels libéraux et les pharmaciens en particulier. Et vraiment, si pour toucher ces fonds-là, on ne peut pas le faire en tant que pharmacien individuel. C'est impossible de répondre à un article 51. Déjà d'une, puis c'est pas recevable puisque ce serait une publicité. Il faut vraiment passer par ces systèmes de CPTS qui permettent à minima de pouvoir sur un territoire expérimenter quelque chose. On l'a fait nous un article 51 sur notre CPTS. Elle servait à promotionner les bilans de médication. Je schématise puisqu'on a fait aussi avec finalement on l'a poussé, on est allé même jusqu'à l'hôpital, faire de la conciliation médicamenteuse à l'hôpital et des bilans partagés de médication en ville. Et on a fait un aller-retour. Mais ça permet d'améliorer finalement les rémunérations des bilans partagés de médication. Voilà, donc c'est des leviers qu'on a qui sont... On peut le faire. Le problème, c'est que quand je me suis exprimé sur les CPTS, savoir si c'était rentable ou pas, je vois aussi l'aspect administratif de gestion de la CPTS, et là, ça prend beaucoup de temps. Donc, mais en tant que tel, je pense qu'une CPTS mature, avec tout un panel de services disponibles, ça va améliorer. Je ne pense pas que ça puisse remplacer la marge qu'on avait, mais ça peut apporter un revenu BNC dont on pourra parler d'ici quelques mois. Et alors, c'est vrai que j'ai omis de préciser en introduction que vous représentez également la fédération des CPTS, dont le président est un infirmier de Mayenne, si je ne m'abuse, David, oui. Et le trésorier, un pharmacien de Nouvelle-Aquitaine. Et vous êtes au Charente. Ouais. Et vous êtes au bureau et vous représentez la fédération, ce qui veut donc dire que vous êtes a priori, même si vous êtes critique dans votre discours, vous êtes totalement convaincu par le bien fondé des CPTS. Ah oui, de toute façon, c'est un outil formidable aujourd'hui. Je pense, alors tout dépend des territoires, mais d'autant plus en ville. Moi, je suis dans une région périurbaine. Aucun professionnel ne se parlait. Là, d'un seul coup, on crée le champ des possibles. Voilà, que ce soit au niveau de la CPTS ou du DAC. J'ai la chance de pouvoir partager au DAC avec 2 chefs de service de gériatrie d'hôpitaux parisiens qui ne seraient jamais accessibles. Donc ça permet d'améliorer les pratiques, même pour une petite pharmacie de quartier. Avec mon petit EHPAD, au moins, je sais que j'ai une unité de gériatrie mobile, j'ai une unité de soins palliatifs mobile. Voilà, tout ça, ça permet d'avoir accès à des solutions pour les patients auxquelles j'aurais jamais pensé. Et puis, j'aurais jamais eu les numéros de téléphone. Et Anne Briac, d'ailleurs, en Bretagne, je crois que le nombre de CPTS ne cesse de s'accroître. Vous avez, je crois, signé la création de 2 nouvelles CPTS la semaine dernière, il y a 15 jours, de mémoire. Oui, en Ille-et-Vilaine, de mémoire également. Et l'objectif est que la région soit couverte d'ici la fin de l'année. Et puis, juste pour revenir, par contre, pour répondre à votre question aussi d'un point de vue pratico-pratique sur les financements, le projet aussi représente 300 000 € d'accompagnement sur le fonds d'intervention régional. Voilà, c'était pour
vous redonner un peu un ordre de grandeur. Ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez évoqué 2 projets tout à l'heure, OSIS et Octave. Alors Octave, vous avez bien précisé que c'est un projet inter-ARS, inter-URPS, donc inter-région. Ce sont des projets qui, au final, pèsent combien sur un plan budgétaire? Comme je vous ai dit, OSIS, 300 000 oui. Et l'autre euros de FIR. L'autre, alors de mémoire, mais là c'est plutôt suivi par le national, je crois que c'est 1,5 million de mémoire, cette expérimentation sur 2 régions pour le projet Octave. Donc vous voyez que quand même, en tout cas pour OSIS, ce que je tenais à dire, c'est que ce n'est pas un investissement qui prend les 200 millions d'euros de FIR de l'ARS, mais qui par contre justement est assez efficace en termes de résultats, en tout cas apportés à une expérimentation qui rend service. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est pas le montant qu'importe, c'est l'utilité de l'expérimentation, et on voit qu'avec 300 000 euros plus 100 000 euros de fonds dérogatoires pour financer les situations de triage, on est sur un ordre de grandeur tout à fait raisonnable, en tout cas d'un point de vue financier pour cette expérimentation. Et ce qui a permis, si je ne m'abuse, d'aiguiller correctement, parce que le projet OSIS vise à aiguiller en fait les patients entre le médecin traitant et l'hôpital, ou une prise en charge au comptoir, d'aiguiller 3000 cas patients, c'est ça? Alors, je n'ai pas en tête le nombre de situations de triage là sur 4000, me dit Mathieu. 4000, alors très bien. En tout cas, ce que moi je tiens à dire, c'est que la porte d'entrée pharmacie, elle est en tant qu'acteur de premier recours, elle est très importante, puisque vous allez dans une pharmacie sans rendez-vous, donc une accessibilité, je trouve, pour les personnes et la population qui est importante à rappeler, et que du coup, sécuriser ce que fait aussi l'orientation des patients dans le système de santé à partir de la pharmacie, remet aussi, montre le rôle important que le pharmacien exerce déjà en tant qu'acteur de premier recours. Donc, je crois que 100% des patients qui ont été dans le système, en tout cas, tester ce système, en sont satisfaits. Ça a permis, alors on avait fait le calcul, je crois, l'été dernier, d'éviter des passages aux urgences directement, qui n'étaient pas justifiés, bien évidemment. Ça a permis de sécuriser aussi des patients et des prises en charge. Et vraiment, je pense que là, on est sur une optimisation d'utilisation du système de soins grâce à cette orientation élaborée par le pharmacien, et qui en plus apporte une accessibilité aux personnes. Et voilà, donc ce projet, en tout cas, coche beaucoup de cases, je trouve, au niveau, en tout cas, des enjeux que porte l'ARS, même au niveau de l'interprofessionnalité, puisque les projets je trouve, améliorent ou justement révèlent encore plus les fortes coopérations nécessaires entre pharmaciens, médecins et tous les autres acteurs dans le système, et que voilà, on a plusieurs portes d'entrée dans le système de santé aujourd'hui. C'est vrai que l'été dernier, vous évoquiez ce bilan quand on s'était vu dans les Côtes-d'Armor, à Moncontour, pour ne pas le citer. Le médecin qui était présent, les patients qui étaient à l'officine, semblaient tous excessivement satisfaits de la prise en charge au comptoir par les pharmaciens. Prise en charge sur 6 pathologies, je rappelle. Pourquoi 6 et pas 13 d'ailleurs? Au départ, c'était 13. Alors, je crois qu'il y en avait 13 auparavant, effectivement, mais on est redescendu à 6 puisque c'était les plus fréquemment rencontrés. Dont 2, odynophagie et cystite, qui, je crois, devraient connaître une traduction législative. Je crois qu'ils sont en train d'être expérimentés justement dans les pharmacies aussi. Exactement, oui, tout à fait. Et bien sûr, pardon d'être trivial là aussi, à la clé pour le pharmacien, une rémunération supplémentaire, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que le pharmacien a besoin d'argent pour vivre, comme tout à chacun. Oui, alors quelque part, moi j'ai toujours, c'est aussi une valorisation et une professionnalisation de ce qui se faisait par ailleurs, mais qui permet vraiment, le conseil pharmaceutique, là, il a le plus, c'est un conseil plus orientation avec des arbres décisionnels sécurisés, donc c'est du temps. La situation de triage, c'est du temps. Il y a des rappels en plus qui peuvent se faire des patients pour savoir si tout va bien, donc tout à fait légitime que ce temps professionnel puisse être en tout cas reconnu et évalué dans le cadre de cette expérimentation. Et la constitution d'OSIS OSIS a pu voir le jour que grâce à une coopération intense entre l'URPS médecin et l'URPS pharmacien, dont les 2 présidents se sont parfaitement entendus justement pour mettre en place ces arbres décisionnels, c'est bien ça? Oui, alors en fait, c'est vrai que quand le dispositif article 51 a été lancé,
on a fait un appel à projet en région pour recenser les initiatives et avoir une remontée des projets qui pouvaient rentrer dans le dispositif article 51. Et quand on a reçu le projet déposé par Pharma Système Qualité, à première lecture, ce qu'on ne voulait pas, en tout cas, on ne voulait pas que le projet passe pour justement le pharmacien va faire le rôle du médecin, le médecin va mal prendre que le pharmacien fasse ça. Enfin, on ne voulait pas de confusion effectivement dans le dispositif. Ce n'est pas une délégation de compétences ni de tâches, là au sens autre article 51 loi HPST. Et du coup, on s'est dit que d'emblée, il fallait tout de suite que le projet soit coporté par les deux professions pour pouvoir aussi mieux l'expliquer en région, pour favoriser sa diffusion et son appropriation. C'était important que ce soit porté par les deux professions. Et Octave, puisque vous avez évoqué Octave tout à l'heure, les pharmaciens sont également impliqués dedans. Là, c'est aux côtés des infirmiers, si je ne m'abuse. Infirmiers, médecins, en fait, c'est un projet alors que moi je connais un peu moins, que j'ai vu un peu plus de loin, mais qui est pour favoriser la prise en charge, en tout cas médicamenteuse, des personnes âgées avant, pendant et après l'hospitalisation avec une plateforme numérique. Donc là, on est vraiment dans l'interpro et aussi l'intersecteur, puisqu'on a l'hôpital et la ville et les cabinets qui fonctionnent ensemble. Donc ces projets, vraiment, je le redis, sont assez fédérateurs et font accélérer, sont des accélérateurs. Et ce qui a été dit, je crois, sur les CPTS est vraiment important, puisque c'est vrai que dans les CPTS, on voit l'importance aussi du rôle d'avoir des pharmaciens dans les CPTS et d'avoir des CPTS aussi pour pouvoir porter des projets. Voilà, donc c'est à la fois un incitateur et un effet de levier pour les coopérations. Alors, vous avez évoqué les fonds FIR, le Fonds national. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, fonds de financement que l'ARS peut débloquer pour les pharmaciens ? Alors, nous, on fait des appels à projets innovants chaque année sur une thématique particulière, toujours sur le FIR, puisqu'on a le FIR. Après, il y a d'autres sources de financement sur des projets innovants, avec le conseil régional, les collectivités. Je crois que ça a été évoqué aussi tout à l'heure, que les conseils, entre deux coupures, que les conseils départementaux et le conseil régional aussi pouvaient être moteurs. Alors justement, on essaye en région d'essayer de faire un observatoire, en tout cas, de toutes les possibilités de financement en lien avec nos partenaires, conseil régional et collectivités, pour que les acteurs puissent identifier toutes les opportunités qui permettraient, encore une fois, d'avoir des financements pour expérimenter ou mettre en place des dispositifs innovants qui n'entrent pas dans un cadre conventionnel actuel. Alors, on a évoqué l'interprofessionnalité. J'ai cru comprendre qu'effectivement, dès lors qu'il y avait une logique interprofessionnelle, l'ARS était plutôt ouverte et favorable au financement. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des chiffons rouges pour vous, ARS, tels que des partenaires qui seraient malvenus? Alors, je donne comme exemple, comme ça, des laboratoires pharmaceutiques ou bien des complémentaires santé, puisqu'on les a évoqués tout à l'heure à l'introduction et qui nous ont fait faux bond. Est-ce que pour vous, ce serait des fins de non-recevoir si ce genre de partenaire apparaissait? Alors après, l'ARS ne peut pas financer directement un laboratoire. Et puis, non, je parle d'un projet. D'un projet dans lequel le laboratoire soit partenaire. On finance de nombreux projets dans lesquels il y a des entreprises privées, des startups qui contribuent à accompagner le projet. Nous, on finance l'opérateur de santé qui porte le projet. Après, avec les fonds, charge à lui, vous voyez, de pouvoir gérer ses fonds et son projet. Donc, il prend souvent des prestataires, il peut prendre une start-up pour un outil numérique. Donc, nous, on finance les opérateurs. Mais on n'exclut personne dans un projet. Et puis, le CNR a été évoqué tout à l'heure, le Conseil national de la refondation. C'est sur le FIR. On a une ligne FIR environ en Bretagne d'1,5 million d'euros par an pour le Conseil national de la refondation, qui est finalement, le CNR, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs sur le terrain et puis on a des fonds, notamment avec les élus locaux, pour accompagner des projets innovants. Donc on reste toujours dans cette ligne de conduite, ça passe pas par un appel à projet forcément, mais c'est pour co-construire des solutions avec les acteurs. Et bien souvent, quand on finance un projet, derrière, il y a tout un écosystème, mais nous, on finance l'opérateur de santé ou la collectivité, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle?
C'est la première qui est toujours la plus difficile, donc je me lance. Mathieu, tu es en représentation de la Fédération des CPTS, comme l'a dit Stéphane. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de CPTS sont sur le territoire? Est-ce que tu as ce chiffre en tête? Et est-ce que tu as en tête le nombre de nouvelles missions qui sont, enfin, pas en qualité, mais en quantité? Est-ce qu'il y a énormément de nouvelles choses qui sont mises en place dans les CPTS? Ou est-ce qu'on retrouve globalement les mêmes nouvelles missions, les mêmes, comment dire, les nouvelles... mission, je n'ai pas d'autres mots, excuse-moi, mission confiée aux pharmaciens dans le cadre des CPTS, puisqu'on sait que dans les projets de santé, on retrouve globalement des besoins similaires, même si l'avantage des CPTS, c'est une évaluation qualitative locale et donc de bien coller aux besoins de son unité géographique. Est-ce qu'on a une idée du nombre sur le territoire de projets qui amèneraient le pharmacien à pouvoir bénéficier de ces nouveaux financements qui sont des financements d'État, même s'ils ne sont pas conventionnels? Et j'ai une question pour Isor également. Vous avez parlé tout à l'heure, donc là on est sur une autre catégorie de nouvelles missions pharmaceutiques, puisqu'elles ne sont pas prises en charge, mais elles sont, d'après ce que vous avez décrit tout à l'heure, elles sont financées par les patients eux-mêmes dans les pharmacies. Est-ce qu'on a des cas de couac, c'est-à-dire des cas qui seraient revenus devant l'ordre des pharmaciens ou les tribunaux, qui auraient dépassé le cadre juridique et pour lesquels les pharmaciens se seraient fait taper sur les doigts, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une certaine frilosité de mes confrères à mettre en place ce genre de choses. L'avenant 2018 est assez peu connu aujourd'hui, vous l'avez répété tout à l'heure, on peut y aller à condition de respecter le code de déontologie, on a le droit de faire payer, à condition que ce soit bien mis en place et qu'il y ait bien une procédure qui puisse satisfaire les patients. Donc, est-ce qu'il y a des cas embêtants qui ont été mis en lumière dans votre portefeuille d'avocate? Alors, question longue, donc réponse courte. Tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas d'exemple à titre personnel de condamnation, mais ce qui a pu se rencontrer, ça va être par exemple sur des pharmaciens qui auraient décidé de vendre des produits qu'ils ont eux-mêmes confectionnés et où il peut y avoir un doute dans l'esprit du patient sur le fait que ça pourrait être qualifié de médicament parce qu'il y a une présentation sous une forme thérapeutique alors qu'on est plus dans le complément alimentaire. Voilà, donc il faut faire hyper attention. Vous pouvez vendre des choses qui ne sont pas des médicaments, mais dans l'esprit du patient, il faut que ce soit très clair, que ça a été mis en place par le pharmacien, que ça ne va pas traiter forcément tous ces maux. Pareil, dans l'accompagnement qui peut être proposé aux patients et facturé sur des accompagnements personnalisés, des réponses à des questions, etc. Il faut faire attention aussi à rester dans le champ des compétences des pharmaciens et pas outrepasser et se retrouver dans le champ de compétences du médecin. Il y a des questions de responsabilité civile professionnelle là-dessus aussi. D'un point de vue déontologique, la notion de charlatan est quand même prévue dans le Code de la santé publique, c'est pas moi qui l'utilise, mais c'est de pas vendre tout et n'importe quoi dans la pharmacie en se disant on a une certaine liberté dans ce qui est proposé aux patients et les patients sont prêts à payer. Il faut pas oublier que les patients, eux, quand ils rentrent dans une pharmacie, ils ont en tête que c'est pour acheter des médicaments, que si c'est en vente dans la pharmacie, c'est que c'est bon pour la santé et que ça va aller mieux pour eux. Il faut avoir une vigilance extrême là-dessus. Et concernant les entretiens, plus que les produits à vendre, les entretiens ou autres prestations? Sur les entretiens, c'est pareil. En fait, c'est vraiment du cas par cas quand ça va être mis en place au sein d'une pharmacie d'officine. Sur ce qui peut être proposé dans le cadre de la réglementation, sur le principe, c'est pas interdit de proposer des entretiens aux patients, mais il faut avoir une vigilance sur la formation qu'a reçue le pharmacien là-dessus. Est-ce qu'il est compétent ou pas? Parce que on peut s'estimer compétent pour donner des conseils à un patient. C'est pas pour autant que l'ordre des pharmaciens et les juridictions considéreront qu'un pharmacien qui s'est formé en regardant des vidéos sur YouTube est compétent pour conseiller un patient. Donc là-dessus, c'est vraiment du cas par cas. Mais des condamnations peuvent évidemment être envisagées. Et j'ai pas de doute que l'ordre des pharmaciens sera hyper vigilant là-dessus s'il s'aperçoit qu'une pharmacie réalise
relativement significatif de son chiffre d'affaires sur des entretiens individualisés auprès de patients qui sont facturés directement aux patients en dehors de la convention négociée avec l'assurance maladie. Le pharmacien reste pharmacien, il n'est pas non plus dans le rôle de conseil médecin. Après, il peut y avoir un accompagnement sur de la diététique, de la micronutrition, sur de la prévention, sur le tabac, etc. Allaitement, on a vu beaucoup de choses se mettre en Exactement. place. On a même vu des ateliers se mettre en place dans les pharmacies qui sont bienvenus puisqu'ils bénéficient aux patients qui en ont besoin. Hein. C'est à chaque fois des thématiques qui correspondent. On parle de la diététique, bien sûr, mais donc pas de problème si on est bien formé, si c'est bien annoncé. Exactement. Oui, ok. Madame. Très court la première partie de la question. Je crois qu'on en tourne autour d'une centaine de CPTS sur le territoire français, élargi. Active, c'est à partir du moment où le projet de santé est déposé. Je crois j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est quand même assez élevé. À peu près, ouais, 50 à 60%. Voilà. De toute façon, l'évolution des CPTS, le tronc commun, il est à peu près commun à tout le monde. D'ailleurs, le système est ainsi fait. Enfin, je ne vais pas vous raconter le système. Si vous voulez des détails, vous viendrez me voir. Mais en général, on prend toujours les mêmes conseils pour créer les CPTS, parce que ceux qui le font tout seuls, ils n'y arrivent pas. Et donc, et puis la demande des ACI, elle est faite aussi pour répondre à un certain nombre d'indicateurs nationaux. Donc après, dans une deuxième année, une troisième année, on pourra mettre des projets qui nous sont propres et qui sont propres au territoire. Mais voilà, au début, on est un peu le socle commun et après, on développera en fonction de notre territoire. D'ailleurs, ça doit être développé en fonction du territoire. Nous, je crois Est-ce que vous avez Après, tu peux me dire que vous le savez pas au niveau de la Fédé. Hein, au niveau de la Fédé, je sais pas. À titre perso, quand je vois que notre projet de santé, il a une cinquantaine d'items, voilà, il y a ce qu'on voit à notre niveau, les dépistages, les accompagnements. Après, il y a les parcours. Ça, c'est très important et en plus, on participe dans les parcours. Je vous parlais tout à l'heure d'ICOP en première étape ou en troisième étape, on pourra intervenir. C'est des étapes qui sont rémunérées, qui sont prévues d'être rémunérées. Donc, à tous les niveaux, un parcours, on peut très bien avoir des systèmes de rémunération. Il y a de la formation aussi dans les CPTS. Donc là, on arrive à faire des formations où on est rémunéré du temps passé, ce qui est quand même plus agréable que de payer pour être formé. C'est clair. Voilà, il y a plein de choses Madame. possibles. Alors, je me lève, on m'a demandé de me lever. Donc, Stéphanie Janvier, je viens des Côtes-d'Armor, donc je suis installée à côté de Saint-Brieuc. Je suis certifiée qualité depuis un certain nombre d'années, engagée dans la démarche éco-responsable également. Moi, ma question portait aussi sur le projet OSIS dans lequel je suis. Je fais partie des 74 pharmaciens expérimentateurs bretons. C'est un projet qui est super, c'est vraiment très intéressant intellectuellement. Par contre, sur le côté financier, c'est un peu moins intéressant, je dirais. Donc, ma question s'adressait plutôt à l'ARS. Et je me demandais comment se fait-il qu'on n'avons pas un honoraire plus important pour réaliser des OSIS. Alors, je crois que l'ARS est partie, mais peut-être que Martine Cossé-Dehatte va pouvoir vous répondre. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, il y a peut-être, je vais peut-être laisser la parole à Annie Foire, mais bon. Non, je voulais juste te dire qu'en fait, le projet OSIS, c'est un projet actuellement qui est expérimental. Donc, en fait, les budgets de rémunération, que j'appelais moi plutôt indemnisation des pharmaciens, et qui couvrent l'ensemble du triage, de la remontée des indicateurs, etc., il a été fixé en accord, effectivement, avec la CNAM et la DGOS, l'article 51. Mais après, une fois qu'on passe dans ce qui est appelé le droit commun, à ce moment-là, ça échappe complètement à OSIS. Et là, ce sont des discussions qui sont des discussions au niveau des syndicats. Et donc là, les deux situations qui peuvent conduire à la dispensation d'antibiotiques après TROD, les négociations se font au niveau du syndicat. Ça échappe complètement au cadre d'OSIS. Donc nous avons eu des budgets pour la rémunération des pharmaciens qui ont été fournis donc, par la CNAM et donc discutés après nos évaluations mi-parcours, etc. Mais après, la suite échappe complètement au projet OSIS, voire à l'article 51. C'est des négociations qui sont faites après à un autre niveau avec la CNAM. Donc nous, notre rôle, c'est d'avoir des indicateurs
qui montre effectivement le temps passé par les pharmaciens, l'intérêt, comme l'a dit Anne Briac, le service rendu, etc. Mais la négociation échappe après complètement à l'article 51 et encore plus à nous. Voilà. Ça, j'en ai conscience, mais comme je trouvais que Anne Briac, Billy de la RS disait que tout à l'heure, finalement, le budget alloué au projet OSIS n'était pas très onéreux. Oui, mais c'est un budget de chefferie. Oui, c'est ça. C'est un budget de chefferie de projet. Donc en fait, l'OSIS, il est budgété sur 2 créneaux. La chefferie de projet par le FIR, par la région, et le FIS, le fonds d'indemnité, voilà, par la CNAM, en fait, sur la rémunération. Bonjour à tous, je suis Natacha Lemaire. Peut-être un petit mot là-dessus. Le niveau de rémunération, donc pour la partie effectivement prise en charge par le Fonds de l'innovation du système de santé, donc prévu pour les articles 51, a été, on va dire, âprement discuté. Hein. Natacha, est-ce que vous pourriez juste vous lever pour le photographe? Ah pardon. Merci. Et c'était une condition pour pouvoir y aller au départ et pour pouvoir faire la preuve de concept. Donc ça, on a beaucoup discuté avec Martine, avec l'équipe, enfin bon, et pour trouver cette voie de passage, voilà, qui certes peut-être ne vous satisfait pas entièrement, mais qui permet de montrer que tout l'intérêt que ça a. On arrivera un jour au bout de la phase expérimentale, et donc effectivement, c'est la négociation conventionnelle qui prendra le relais. Cela étant, pour la phase expérimentale, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de réviser les montants, d'autant que même si on a de plus en plus de budget chaque année, le budget est saturé, parce qu'on a, vous allez voir, je vais en parler, on a énormément de projets, enfin, dans le portefeuille. Et cependant, c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter à l'évaluateur, puisque le principe est que chaque expérimentation fait l'objet d'une évaluation ad hoc, et que la question du modèle de financement est traitée à part entière, et donc ça fait partie du travail de l'évaluateur que de dire si oui ou non et pour quelle raison. Il faut que ce soit un peu argumenté, hein. Mais en tout cas, ça fait partie de la discussion que vous pouvez avoir pour que ça soit retracé dans le rapport d'évaluation final. C'est surtout un temps passé quand même non négligeable. Eh ben c'est voilà, c'est intéressant. Pour ça, les patients sont ravis. Hein, ouais, mais c'est pour ça que je vous parle d'argumentation. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Non? Bon, alors je vous... Ah si. Vous avez le micro? Merci. Bonjour, alors moi je suis Marianne Lambert, je représente un peu ici les patients, j'interviendrai à la table ronde suivante, mais je suis obligée de réagir à ce que j'ai entendu. Je voulais absolument vous faire partager le point de vue des usagers, et j'approuve tout à fait ce qui a été dit par vous en pensant que la coordination, c'est l'avenir du système de santé, et l'exercice coordonné, on ne peut pas y échapper. Les patients le soutiennent énormément, et dans les CPTS en particulier, vous cherchez une démarche individuelle pour chaque pharmacien d'officine, mais pour moi, au-delà de la démarche intellectuelle, c'est un peu la même démarche que la vaccination. Au-delà de la dimension individuelle, il y a une dimension collective de participer à l'amélioration du système de santé. Dans la vaccination que vous prodiguez de plus en plus, vous expliquez bien aux gens qui sont vaccinés pour se protéger individuellement, mais qu'il y a aussi une dimension de collective de la protection de la société. Et pour moi, tout ce qui fait coordonner les professionnels, c'est aussi la participation à l'amélioration du système de santé pour les patients. Je crois que c'est important de le préciser, madame, et merci pour votre réaction, surtout à l'heure où finalement, vous n'êtes pas sans le savoir, le monde pharmaceutique est en pleine ébullition, et que donc à la fin du mois, il y aura certainement un mouvement de grève qui sera annoncé, et donc je pense que c'est important que les pharmaciens aient le soutien des patients dans ce mouvement de contestation et de réaction par rapport à ce qui se trame outre eux. Ailleurs, voilà. Avez-vous une dernière question ? Non, ça tombe bien parce qu'on est un peu en retard, donc je tenais à remercier nos deux intervenants. Je pense que vous pouvez les applaudir quand même.